nous sommes le 28 janvier 2026 et bien sûr, on va ensemble rapidement, pour quelques minutes, faire un point un peu sur le paysage. Donc, j'ai réalisé une veille globale, vous allez voir. On va parler particulièrement sur 3 points essentiels. J'ai appelé ça mutation budgétaire et révolution technologique. Donc, c'est 2 points qu'on va aborder de suite. Alors, je rappelle évidemment, mes vidéos sont disponibles sur ma chaîne YouTube, donc je vous invite tout simplement à vous abonner pour recevoir régulièrement les vidéos hebdomadaires que je réalise pour la veille, évidemment, de la formation, de la pédagogie technologique aussi, qui va englober un peu je dirais le mode de la formation, le monde de la formation professionnelle. Et voilà, donc je vous ai préparé quelque chose et on va démarrer ensemble. Alors évidemment, l'information, on l'a 24 sur 24. Le plus dur, c'est d'aller sélectionner ce qui nous intéresse dans le cadre de notre métier. Alors, j'ai appelé ça le temps de l'observation et révolu, évidemment, place sur cette partie au pilotage serré. Alors, nous sommes le 28 janvier 2026, l'inertie du début d'année est passée, janvier, même si on est encore au premier trimestre, mais déjà, on voit la politique qui a été mise en place déjà, qui a démarré du moins en 2025. Et nous entrons dans le dur des réformes. Donc là, c'est la mise en application. Le marché, vous l'avez vu, bascule officiellement dans l'ère de la soutenabilité financière, pour ne pas dire carrément je dirais, une réduction importante des budgets, surtout de la formation. Mais j'appellerais ça de la soutenabilité financière. Donc, c'est une autre manière de présenter les choses. Donc, le message est clair, austérité budgétaire et accélération technologique sont les 2 faces d'une même pièce, ce qu'on va aborder de suite. Alors, on va parler du budget, évidemment, les contractions un peu de ce qui se passe actuellement. La réglementation, on va parler un peu du passeport SST. Moi, ce que j'ai compris, c'est que ça concerne surtout le SST. On va parler un peu de tech, donc IA industrielle, puisque aujourd'hui, évidemment, on ne peut pas mettre de côté l'intelligence artificielle, et un peu de pédagogie, et pour rappeler un peu ce qu'on appelle la multimodalité, voire un peu ce qui va orienter les années qui arrivent. Alors, France Compétences 2026, la fin de quoi qu'il en coûte. Alors, vous avez vu que le budget 2025, pour démarrer, on était pratiquement à 13,4 milliards sur l'année 2025. Évidemment, 2026, on a une réduction à peu près de 1,4 milliard, ce qui nous fait une contraction budgétaire et donc encore une diminution du budget de la formation. Voilà, donc évidemment, les chiffres officiels imposent ce qu'on appelle une rationalité immédiate. Alors, pourquoi on fait ça? Parce que ça va impacter quand même les organismes de formation selon leur capacité, je dirais, de vente, mais aussi de présence sur le marché national. Donc, l'objectif prioritaire est le retour de l'équilibre financier du système. Donc, ça, c'est ce qui est voulu sur la politique mise en place. Alors, évidemment, l'impact direct, c'est une pression accrue sur donc, les organismes de formation, donc sur les tarifs et les critères de prise en charge. Voilà, donc sur cette première partie, un petit focus sur toujours le CPF. Donc on voit que malheureusement pour moi, il n'y a pas que des bonnes nouvelles, mais on voit qu'il y a quand même un entonnoir qui se met en place. J'ai fait un zoom dessus, l'effondrement du CPF loisirs et le freinage de l'apprentissage. Donc 2 leviers qui étaient censés je dirais, promouvoir l'accessibilité de la formation après la réforme 2018. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc, on n'était pas vraiment dans le même positionnement. Donc, moi, j'appellerais ça le choc du CPF. Donc, il y a eu quand même, il y a moins 33% de budget réduit, ce qui fait à peu près 1,31 milliard. Donc, pourquoi? C'est d'abord, d'un côté, je dirais, moi, je dirais déjà le ticket modérateur a réduit considérablement ce qu'on appelle le reste à charge, a tué le marché, surtout du loisir.
Alors, vous verrez, peut-être on parlera sur une autre vidéo sur cette partie. Le financement bascule vers un usage professionnel co-construit. Ça, vous l'avez compris, c'est que l'idée, c'est d'impliquer plus l'entreprise et la personne, donc le salarié, à aller utiliser son CPF et pourquoi pas l'entreprise aller aussi rajouter une partie. Donc, on voit qu'il y a quand même un cofinancement un peu donc, une nouvelle orientation radicalement différente, parce que je rappelle que le CPF, c'est quelque chose de privé, donc la personne est censée faire un peu ce qu'elle veut. Alors, évidemment, avec des conditions, c'est qu'il y ait vraiment un projet professionnel derrière d'intégration ou de reconversion. Alors, ce qui implique un ralentissement aussi de l'apprentissage, donc on voit qu'il y a assez rapidement deux leviers en termes de budget et de politique de la formation. Donc, on réduit considérablement aussi les aides à l'embauche, réduites à 2 000 € pour les grandes entreprises. Donc, il y a une baisse mécanique des volumes d'entrée par défaut. Hein, donc, évidemment, ça, je ne sais pas comment les entreprises vont gérer ça. Donc, ce qui fait à peu près de 9,5 milliards à 8,2. Alors, ça nous renvoie à l'idée, vous avez compris la vidéo, c'est aussi donner quelques pistes de travail. Attention, ne construisez pas pour 2026 votre volume, je dirais, de formation que sur du CPF. Ça, c'est important, surtout que si vous l'avez fait 2024-2025. Donc, se préparer et peut-être pivoter vers le B2B, donc aller chercher l'entreprise si vous avez les compétences et ce qu'il faut avec pour proposer des parcours de développement des compétences. Alors, le troisième point, c'est surtout la réglementation 2026 concernant le fameux passeport de prévention. Donc ça va concerner une branche donc, on est aujourd'hui le 28. Alors, vous imaginez que c'est un projet qui a dû commencer déjà il y a 2 ou 3 ans. Hein, donc, l'idée a émergé puisque la mise en application va se faire assez rapidement. Alors, concrètement, c'est quoi? C'est que les employeurs, donc en termes d'obligation, devront vérifier les données saisies par les OF, hein, qui ont effectué une formation interne, et déclarer les formations internes en SST. Donc sécurité, santé, travail. Donc on voit qu'il y a un secteur qui est bien ciblé sur cette partie. Attention, pas d'import de masse avant l'été. Donc la charge administrative du T1 sera manuelle et critique. Alors vous imaginez, donc j'ai fait un dessin tout en m'appuyant sur des outils opérationnels, c'est que l'ouverture de l'espace est prévue pour le 16 mars 2026. Ça veut dire qu'on rentre après dans une zone, ce qu'on appelle techniquement dans le système de déploiement, c'est une zone de mine. Pourquoi? Parce que c'est le moment où tout le monde va commencer à saisir. Donc, il y a quand même une masse de données qui va intégrer l'application, donc la plateforme. Et il faut du temps, je pense, pour que ça se mette en place. Alors, je ne sais pas comment ça va se mettre en place, mais en tout cas, le train est parti. Donc, puis, activation, import de masse, et c'est à partir de là, donc c'est prévu pour le 9 juillet 2026. Donc, je vous tiendrai au courant un peu sur ce déploiement. Donc, ça, je voulais donc ajouter sur cette partie, sur cette niche. Alors, la stratégie réglementaire, c'est qu'aujourd'hui, on va faire un focus dessus, c'est devenir le tiers de confiance. C'est-à-dire que l'idée aussi derrière ces vidéos, c'est faire un état, mais aussi donner des pistes de travail. Donc ici, la problématique, c'est que vos clients, entreprises, redoutent la charge administrative du passeport de prévention dès mars. Donc ça concerne ce qu'on vient d'expliquer un peu sur le déploiement de la solution. Alors, essayez un peu peut-être d'avoir une approche complètement différente, parce que hier, vous arrivez, vous faisiez la formation, évidemment, avec toute la réglementation obligatoire sur les interventions, et vous partiez. Et là, il faut comprendre que il y a une charge quand même administrative qui va être renvoyée sur l'entreprise. Donc, la saisie manuelle des formations SST dès l'ouverture de l'espace employeur, donc je rappelle, c'est le 16 mars, représente une charge de travail supplémentaire, donc critique pour les services RH, donc accentuée par la complexité des données à vérifier et l'absence initiale d'import de masse. Voilà, je ne sais pas comment ils vont gérer ça, mais en tout cas, c'est bon à savoir.
la solution, peut-être pour présenter les choses, c'est tout simplement essayer de vous positionner comme un partenaire, même si vous l'êtes aujourd'hui, mais qui va simplifier aussi la conformité déclarative. Vous proposez une expertise clé en main, hein, pour pré-vérifier les données, accompagner les déclarations manuelles et anticiper l'arrivée de l'import de masse. Bref, essayer de transformer cette contrainte en avantage concurrentiel. Donc, vous voyez qu'il y a une valeur ajoutée pour vous, même si c'est une charge supplémentaire pour l'entreprise, donc ça peut être intéressant. Donc, mettre un plan d'action, donc anticiper le 16 mars, donc communiquer proactivement sur les échéances et les impacts pour les entreprises. Commencer dès maintenant, dès aujourd'hui. Auditer, vérifier la qualité de vos données SST actuelles, hein, regardez les données par rapport à ce qui va être demandé en termes de saisie. Donc, assurez-vous que les formations internes et externes sont correctes, recensées, conformes au référentiel. Évidemment, essayez d'avoir ce levier d'accompagnement, proposer un service de pré-vérification pour soulager les RH. Je ne sais pas comment, mais ça peut être une piste de travail avant l'arrivée de la fonction, surtout de l'import de masse en juillet. Ici, la fonction, c'est la fonction qui va être mise à disposition par la solution qui a commencé à être déployée. Alors, ça, c'est une chose. On va faire un focus sur l'IA générative, passe en phase industrielle. Donc, vous avez vu que l'intelligence artificielle, depuis 2 ou 3 ans, a évolué rapidement. Donc là, on rentre vraiment en phase d'industrialisation. Quand je dis industrialisation, c'est automatisation. Que ce soit pour une entreprise ou pour des secteurs d'activité, aller chercher ce qu'on peut automatiser afin surtout de réduire les coûts de production, ça c'est important. Donc l'IA n'est plus un gadget, même si on voit aujourd'hui que tout le monde l'utilise un peu pour du grand, un peu n'importe quoi, excusez-moi de dire ça, mais c'est vrai. Donc on voit que ça use et faites très attention sur l'utilisation de l'intelligence artificielle, qu'elle soit plus productive pour vous, surtout par rapport à votre travail, pour ne pas perdre de temps, parce que la vie, c'est pas que de l'IA, le travail, c'est pas que de l'IA, donc essayez quand même d'équilibrer ça. Et je pense que vous êtes assez intelligent pour le faire. Donc, alors évidemment, jusqu'à maintenant, on était sur une production classique, donc ce que j'appelle moi l'ingénierie pédagogique, hein. Donc, on fournissait, les formateurs fournissaient la conception du cursus, l'adaptation des contenus en temps réel, la personnalisation à l'échelle. Donc, aujourd'hui, l'IA, ça peut être un levier de scénarisation, donc créer des trames, je dirais, narratives plus complexes, dialogue et interaction générative et de la simulation de situations professionnelles à une seule condition, évidemment, verbalisez bien vos objectifs de développement des compétences pour qu'elles soient surtout évaluables. C'est très important. Donc, on voit assez rapidement que ici, l'IA aussi va être un levier d'évaluation, hein, quand je dis évaluation, génération des quiz, mais aussi d'évaluation, de mise en situation d'évaluation, par exemple. Donc, selon les statistiques et les chiffres que j'ai trouvés aujourd'hui, on va pouvoir diviser le coût de production par 3, ce qui est quand même considérable. Alors attention, ça va avoir un impact obligatoirement sur le tarif, sur le prix, hein, puisque la charge de travail n'est plus supportée par l'humain, mais supportée par la machine, si on peut dire les choses comme ça. Alors, les nouveaux standards pédagogiques intègrent le marché de la formation, ça on le voit, hein. Il y en a qui ont un peu du mal à le comprendre, mais c'est quelque chose qui va venir en croissance et vous allez voir assez rapidement. Pourquoi? Parce que vous, en tant que professionnel, vous devez accepter de changer surtout avec votre environnement. Donc, l'adaptative learning, ce qui existait aujourd'hui, c'est l'individualisation, évidemment, par des parcours des fois linéaires où le contenu s'ajoute en temps réel au niveau de l'apprenant, des parcours des fois déjà prédéfinis, hein, d'accord? Et bien là, on va vraiment sur ce qu'on appelle le micro-learning, donc ça vous parle, hein, où on va plutôt parler de micro-compétences, et vous allez voir, on va vraiment s'orienter vers ça. Parce que je pense que les référentiels aujourd'hui, hein, qui datent de 2 ou 3 ans, ne répondent plus d'abord aux besoins du marché. Ça, c'est important, mais il faut comprendre aussi quelque chose.
pourquoi beaucoup, des fois, on est un peu perdu? Parce qu'on est vraiment sur une transition, et une transition, c'est très difficile à la gérer parce qu'on ne sait pas exactement ce qui va se passer demain, quels sont les nouveaux métiers qui vont arriver, et surtout les métiers qui existent, soit vont disparaître, soit vont radicalement changer. Donc le paradigme, il y a un nouveau paradigme, et je pense que ceux qui vont réussir, c'est ceux qui auront cette capacité de réfléchir sur le mouvement qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Donc, le format, c'est une compétence, une capsule, par exemple, 2 à 10 minutes. C'est très court, mais c'est vraiment ce qui est conseillé. Évidemment, l'objectif, c'est surtout de capter l'attention immédiate afin d'avoir un taux de complétion. Et ça, on le voit avec les plateformes qui existent, puisqu'on a assez d'indicateurs et on sait que l'objectif, c'est d'atteindre 80% de taux de complétion visé, donc, contre 20 à 30% pour les formats longs très classiques. Donc, évitez vraiment les grands formats. Ça, c'est la première chose que je peux vous dire. Alors, toujours dans cette hybridation, ce qu'on peut appeler multidimensionnelle, c'est-à-dire la théorie, ce qu'on appelle le savoir, je ne dis pas que ça va disparaître, mais comme l'accessibilité aujourd'hui du savoir est instantanée, on va avoir quand même un chamboulement sur cette partie qui va être obligatoirement externalisée vers, par exemple, l'IA pour aller vers ce qu'on appelle de l'asynchrone, pas obligatoirement de l'asynchrone, je dis synchrone. Alors, est-ce qu'il y a une obligation qui est un formateur quand on a ce format? Aujourd'hui, je peux vous dire non, c'est tout dépend aussi de l'implication et je dirais la motivation un peu du sujet. Ici, le sujet, c'est l'apprenant. Alors, l'opposition, il faut vraiment passer à ça. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont encore sur le vieux système présentiel. Alors, je ne dis pas qu'il va disparaître de suite, mais pourquoi? Parce qu'il y a un public bien spécifique qui aura besoin obligatoirement du présentiel parce qu'ils ont besoin d'être guidés pour X raisons. D'accord? Donc, le présentiel va devenir un luxe, d'accord, réservé au co-développement, à la pratique, au social learning. Alors, si on monte d'un grand niveau en termes de présentiel, donc on est vraiment sur, je dirais, des communautés d'expertise, de réflexion, de travail, je dirais, de valeur ajoutée pour aller créer cette richesse sur le parcours. Donc, j'espère que je me suis bien fait expliquer sur ça. Donc, il n'y a vraiment pas une opposition. Donc, l'opposition binaire présentiel, distanciel, je dirais, va de plus en plus disparaître. Et ceux qui auront cette capacité de s'adapter auront déjà un coup d'avance sur ce qui va arriver dans les années je dirais, 2027-2028. OK, donc, et deuxième point important, c'est vraiment la valeur à créer, donc se créer dans l'intégration de l'intelligence artificielle. Maintenant, à voir comment vous allez utiliser cet outil. Alors évidemment, sur cette partie, le levier budgétaire, donc on revient aussi à la formation en situation de travail. Je vous rappelle que je travaille la FES depuis déjà la réforme 2018, donc je l'ai expérimenté et je suis convaincu qu'aujourd'hui, alors il y en a qui peut-être n'aiment pas qu'on dise ça en temps de crise entre parenthèses, évidemment, on peut aussi la fabriquer plus ou moins cette crise pour justifier la réduction des budgets. Bref, ce n'est pas le sujet, mais je suis convaincu que la PEST peut être un levier important de déblocage des fonds pour les OPCO et une réduction des coûts annexes pour les entreprises. Donc, gardez toujours le focus sur l'utilisation de la FES dans vos parcours de développement des compétences pour contourner la contraction des budgets de la formation classique, à une seule condition, évidemment, se former. Donc, je me tiens à votre disposition sur cette partie. Alors, la feuille de route de la semaine, je rappelle qu'aujourd'hui, on est le 28 janvier 2026. 3 points essentiels, vous, en tant que professionnel, c'est surtout sécuriser votre trésorerie, c'est très important. Anticiper la baisse des flux CPF et apprentissage, ne comptez plus sur le loisir. On reviendra, qu'est-ce que j'entends par là, le loisir plus tard, sur d'autres vidéos. Alors, préparer mars en 2026 pour ce qui concerne, rappelez-vous,
les formations SST. Donc, si vous faites du SST, auditez vos processus SST pour l'ouverture du passeport de prévention aux employeurs. Donc, ça, vous le savez, hein. Et évidemment, un petit focus aussi, le troisième point, sur l'industrialisation, l'ingénierie de formation. Alors, n'oubliez pas d'intégrer l'IA intelligemment pour protéger vos marges face à la pression sur les prix, passer au mode, on appelle Content Factory. Alors, évidemment, je finis cette vidéo. Je vous rappelle que j'essaie un peu d'être court, hein, donc nous pouvons entrer plus dans le détail si vous voulez proposer un thème. Donc, ici, j'appellerai ça, le mot de la fin, c'est l'inertie et l'ennemi. Donc, l'agilité technologique et le salut. Donc, n'oubliez pas, évidemment, compte sur vous pour vous abonner sur ma chaîne vidéo, chaîne YouTube, et restez connectés. La semaine prochaine, évidemment, on va présenter quelque chose. Si vous avez des thèmes dont vous voulez qu'on aborde sur la veille et comment on peut avoir une approche, je dirais macro-formation ou micro-formation, parce qu'on peut parler aussi de pédagogie, de didactique et surtout d'AFEST. Je me tiens à votre disposition. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis bonne fin de soirée ou bonne journée si vous regardez cette vidéo pendant la journée.